Et pour m'accompagner jusqu'à 20h, Joseph Massescaron, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, essayiste. Bonsoir à Victor Hérault. Bonsoir, Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Et bonsoir à vous, Manal Chirali. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue spécialiste de la jeunesse iranienne. Je vous propose, avant qu'on parle de la situation en Iran, d'écouter Esmaïl Bakaï. Il est le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il affirme ce matin que l'Iran se prépare aux négociations avec les États-Unis concernant le nucléaire. À ce stade, divers points ont été abordés et nous examinons et finalisons actuellement les détails de chaque étape du processus diplomatique que nous espérons conclure dans les prochains jours. Cela concerne la méthode et l'environnement de travail. Les pays de la région sont préoccupés par la situation actuelle et s'efforcent sincèrement de jouer un rôle positif, contrairement aux pays européens qui contribuent à l'escalade des tensions. Manal Chirali, est-ce que vous diriez que les porte-paroles du gouvernement, dont ce monsieur, sont un peu comme une pièce de monnaie? C'est-à-dire que côté face, ils disent on va faire les négociations avec les États-Unis, notamment sur le nucléaire, et côté pile, le pire du pire continue à être perpétré en Iran. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le discours qu'ils tiennent pour les Occidentaux, pour se donner l'image d'un régime fréquentable, alors qu'ils continuent à massacrer les Iraniens qui sont devenus des otages de ce régime. On a des nouvelles graves des prisons et il y a des exactions rapides des prisonniers qui les ont arrêtés, les jeunes qui ont été arrêtés pendant les manifestations. On sait que la plupart des familles, au lieu d'aller de rendre visite à leurs enfants, ils récupèrent leur corps. De plus Ça, ce sont des témoignages que vous avez eus, tout le temps, Manal Chirali, tout le temps, parce oui. qu'on était resté à ce chiffre de 34 000 morts, mais c'est un chiffre ancien qui avait été vérifié. La télé israélienne parle de 84 000, donc c'est quand même très très différent, c'est 50 000 de plus. Aujourd'hui, vous vous dites que ce chiffre-là est cohérent et qu'il pourrait même être supérieur? J'ai bien peur que ce soit bien plus important que ça, mais ce ne sont pas des chiffres pour nous, ce sont les jeunes, les Bien êtres sûr. humains. Pardonnez-moi, c'est une Je vous en sémantique prie, idiote, excusez-moi. Bien sûr, ce sont des vies humaines qui sont enlevées tous les jours, Oui, vous avez raison. c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois que les jeunes avec qui j'étais en relation tous les jours, je parlais, je discutais avec eux, ils ne sont pas de retour. Et plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise. Et je vois qu'ils ne vont jamais revenir. Donc, que ce soit 30 000, 40 000, et là, malheureusement, le bilan ne cesse de s'alourdir. J'ai bien peur qu'on va au-delà de 85 tués. 85 000 5 000 tués, oui, 85 000. J'ai bien peur. Les Iraniens sur place, ils parlent de 100 000, eux. Et qu'est-ce qu'ils vous disent de plus, ces Iraniens, avec lesquels vous arrivez à communiquer malgré toutes les impossibilités de communiquer? Vous savez, les témoignages, d'une étonnante manière, se ressemblent. Le drame de la situation, c'est que les gens qui ne se connaissent pas, quand ils parlent exactement avec les mêmes mots. Ils disent « nous sommes pris en otage ». Et que les forces militaires sont dans tous les carrefours, dans toutes les rues. Et le couvre-feu s'impose dans toutes les villes. Et la vie en Iran est complètement paralysée. Ce sont les témoignages. Mais avant de venir, j'ai posté un tweet comme quoi je vais sur notre antenne, sur Europe 1. Sur votre antenne. Tout le monde me demande de raconter les catastrophes que chacun a vécues. Oui, moi j'ai perdu mon père, l'autre dit j'ai perdu mon copain, j'ai perdu. Et les manières dont ils racontent leur histoire, je peux vous dire que c'est pas facile à entendre. Mais c'est-à-dire, ils sont... Déjà, c'est pas facile à entendre. Est-ce qu'ils sont, ces personnes avec lesquelles vous dialoguez, est-ce qu'elles sont dans l'espoir ou est-ce qu'elles sont dans la résignation? Alors, voilà, justement, leur espoir et leur crainte ne sont pas ce qu'on peut imaginer. C'est ça qui est le drame de la situation iranienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'étais en train de écouter les Iraniens parler, qui disaient notre crainte, notre peur, la peur la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de guerre, qu'on nous laisse comme ça. Et vous vous rendez compte, un peuple est réduit à un tel état dont la peur, c'est que la guerre n'ait pas lieu.
La guerre, leur espoir, c'est qu'il y a une guerre qui va éclater, qui va renverser le régime. Et plus ça tarde, plus ils deviennent nerveux, désespérés, et ils se demandent qu'est-ce qu'elle fait cette armada qui est au port de leur pays. Pourquoi les Américains ne frappent pas? Qu'attendent-ils pour frapper ce régime infect qui tue nos enfants? Pourquoi on ne le renverse pas? Et comme dans chaque guerre civile ou comme dans ces exactions, l'incompréhensible, c'est que ce sont des Iraniens qui tuent des Iraniens. Ce sont les forces de régime qui, pour les Iraniens, ne sont pas considérées comme des Iraniens. Et c'est là toute la différence. C'est ça, c'est-à-dire que... Mais alors c'est considéré comme quoi? Comme des bêtes, comme des gens qui sont fanatiques, comme des gens qui... Déjà, le clergé chiite, pour les Iraniens, a une racine étrangère. Parce qu'on sait, je ne vais pas entrer dans l'histoire, au XVIe siècle, ils sont entrés de Jabal al-Omel, là, le Liban d'aujourd'hui. Donc une bonne partie du clergé chiite a des racines qui ne sont pas des racines iraniennes. Alors donc, ces gens-là, depuis un demi-siècle, en train d'exploiter la richesse des Iraniens pour leurs projets supranationaux, pour dominer l'ensemble du monde musulman au détriment des Iraniens. C'est ça, en fait, l'histoire que les Iraniens sont en train de vivre. Ils savent que leurs dirigeants n'ont aucun intérêt pour leur peuple et leur seul but est de pouvoir régner sur l'ensemble du monde musulman. Joseph Massescaron. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire comprendre à des Occidentaux, et notamment à la diplomatie française? Vous avez parlé de projets supranational, des mollahs et du régime totalitaire qui est en place en Iran. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à faire comprendre, quel mot il faudrait trouver pour faire comprendre que, en fait, s'attaquer à ce régime, c'est pas simplement une affaire morale, c'est aussi pour nous, Occidentaux, une affaire d'intérêt, c'est-à-dire de décapiter l'hydre du totalitarisme islamiste. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis? Anas Chirali. Oui, de toute façon, vous avez parfaitement raison de dire que la République islamique n'est pas seulement dangereuse pour son propre peuple, pas seulement pour les pays de la région, pas seulement pour Israël. La République islamique est un État voyou, est un État terroriste qui menace la planète entière. Déjà hier, le guide de la Révolution, il dit « si vous nous frappez, c'est la région qui va tomber dans la guerre ». Donc, ils ne cachent pas leur jeu. Ils ne cachent pas leur jeu pour ceux qui veulent voir. Alors, moi, je manque des mots pour communiquer avec les dirigeants français. Je ne comprends pas du tout la complaisance des Français envers Pourquoi vous parlez de complaisance? 47 ans, 47 ans de complaisance des différents, que ce soit de gauche ou de droite, envers les dirigeants de la République islamique. Vous savez, il faut quand même tenir compte d'une chose. Depuis l'accueil de Khomeini à Neauphle-le-Château, voilà, à ce jour, j'ai toujours trouvé la France extrêmement complaisante envers la République islamique. Je félicite quand même la France pour prendre la décision de mettre les gardiens de la Révolution sur la liste des terroristes. Enfin, c'était le dernier pays qui a pris cette décision. Vous vous rendez compte? Oui, le dernier. Vous vous rendez compte? C'est le dernier pays. Et si, il y a 3 ans, cette entité terroriste a été reconnue comme telle, peut-être on n'a pas eu autant de morts aujourd'hui en Iran. Et c'est ça qu'il faut dire quand même. Anas Chirali, vous restez avec nous. Votre témoignage est poignant et très intéressant. On revient dans un instant sur Europe. Avec toujours autour de la table Victor Hérault de Valeurs Actuelles, Joseph Massescaron, notre invité, la sociologue spécialiste de la jeunesse iranienne Anas Chirali. Je vous propose d'écouter ce que disait ce matin sur Europe 1 dans la matinale avec Dimitri Pavlenko, David Rigolet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique. Il estime qu'une intervention militaire américaine n'est pas exclue. De toute façon, quand on regarde le format du dispositif militaire américain dans la région, avec un afflux continu de matériel complémentaire, notamment de défense antimissile, on voit que c'est pas du tout quelque chose qui est l'option militaire n'est pas du tout exclu, impossible. Oui. Exclu, absolument. Même s'il y a des velléités, effectivement, en termes d'affichage, de négociations de part et d'autre qui sont annoncées, mais en réalité, on a vu avec les dernières déclarations en miroir entre le président Donald Trump et le guide de la Révolution que la tension demeure maximale. Est-ce que cette déclaration du spécialiste Rigolet-Rose, comment dirais-je,
vous réconforte dans l'idée que c'est pas fini, que Donald Trump a envoyé effectivement, ne serait-ce que l'Abraham Lincoln, 330 mètres de long, 5500 marins à bord, je ne sais pas combien d'avions, des appuis stratégiques, des sous-marins. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas ça pour rien. C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a 2 destroyers en mer Méditerranée, il y a l'Abraham Lincoln et d'autres navires avec un appui aérien en mer d'Arabie. Ça fait cher le déplacement. Donc oui. Donald Trump qui, et je parle sous votre contrôle, a aussi d'autres velléités que de mettre la fin du régime des mollahs. Il y a aussi du business avec notamment le contrôle du pétrole. Il ne fait pas ça pour rien. Non, c'est une évidence même. De toute façon, OTAN d'Armada n'est pas là pour rien. Et donc, on peut s'attendre quand même à une intervention. Mais je ne suis pas, comme vous le savez, spécialiste militaire. Non, mais c'est pour ça qu'on a du coup écouté un spécialiste militaire pour venir en complément de notre discussion. Je peux vous dire tout simplement que ceux avec qui je suis en relation, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Et c'est ça qui montre en fait la profondeur du désespoir d'un peuple. Victor Hérault. Oui, puisque vous êtes sociologue et spécialiste de la jeunesse iranienne, j'aimerais comprendre s'il y a une différence d'état d'esprit, d'idéal et d'espoir entre les Iraniens qui ont plus de 47 ans et qui ont connu l'Iran d'avant les mollahs, et la jeunesse iranienne qui, elle, n'a jamais connu que ce régime-là et qui peut-être se projette dans tout à fait autre chose que la plus ancienne génération. Y a-t-il une différence entre ces deux générations ? Oui, une excellente question. En fait... enfin, une bonne question dans cette attaque. Non. Bravo. 80% de la population iranienne, on a 90 millions Iraniens, dont 80% à moins de 40 ans. D'accord. Ah oui. Donc, quand on dit les jeunes Iraniens, c'est un pléonasme, parce que les Iraniens à 80% ont moins de 40 ans. Et c'est ça qui fait en fait la différence entre la diaspora, surtout en France, parce que ce sont les vieux Iraniens comme moi qui sommes en France. D'accord ? Alors que la plupart des Iraniens qui viennent sur vos plateaux pour s'exprimer, ils ont plus de 50 ans, plus de 60 ans. Ça n'a rien à voir avec ces jeunes qui n'ont jamais vu autre chose que la République islamique. Mais qui attendent autre chose. Qui attendent autre chose, qui ont grandi sous la République islamique, qui se sont étouffés sous la République islamique. Donc, vous voyez, on est vraiment dans deux tissus sociaux totalement différents. Ils ont à 80% moins de 40 ans. Non, ils sont des jeunes. Est-ce qu'ils sont d'accord les uns avec les autres ? Parce qu'on le disait dans une autre émission avec Joseph Massescaron, qui disait très justement que l'Iran, c'est un puzzle au niveau des ethnies, des croyances, des groupes aussi, et des convictions politiques. Est-ce qu'il y a quand même une forme d'unité ? En fait, aucune société n'est cohérente à 100%. Dans toutes les sociétés du monde, vous trouvez des mosaïques, des ethnies elles sont plus différentes. Ou moins fortes. Mais ce qui est important de savoir, qu'on est quand même en train de parler d'un pays avec 4000 ans d'histoire. 4000 ans d'histoire, donc c'est un peuple, malgré ses différentes couleurs, des ethnies différentes, des cultures différentes, des langues différentes. Alors, ils sont restés ensemble depuis 4000 ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu remarquer, pendant ces dernières révoltes, cet instinct atavique des Iraniens à se solidariser le moment venu, lorsqu'il faut. Malgré leurs différences, malgré leurs désaccords, le moment venu, quand le danger est là, quand la nécessité arrive, il y a un consensus qui émerge. C'est un consensus contre et non pas un consensus pour. De toute façon, les consensus sont toujours valorisants, sont toujours louables, parce que ça permet à un peuple de sauver son unité. Joseph Massescaron. Oui, j'aimerais venir sur le point, évidemment, qui est très souvent évoqué ici, en France, notamment à Paris, c'est Reza Pahlavi. Je crois que vous avez dit dans un entretien... Le fils du chat. Pardon ? Le fils du chat. Le fils du chat. Je crois que vous avez dit dans un entretien, dis-moi si je me trompe, que la grande majorité... n'était pas forcément pour lui, mais considérait qu'il représentait une incarnation. Et je vous posais une question un peu, là pour le coup, historique. Est-ce que vous pensez il est en situation de représenter une incarnation pour un passage démocratique, comme ça a été le cas de 2 prétendants autrefois en Bulgarie et en Roumanie ? Alors, comme vous savez, je suis modestement...
Pardon, je rappelle votre nom pour les auditeurs Oui. d'Europe 1. Modestement, je suis sociologue. Et donc, je n'ai pas la capacité de voir l'avenir, comment les choses Mais vont vous se avez une passer. opinion, Manas Chirali. Je ne parle même pas de mon opinion, à vrai dire. Jamais je ne parle pas de ce que je pense personnellement. Alors, mais on va appeler dire, ça autrement. voilà, mais je peux vous dire ce que les Iraniens avec qui je suis en relation disent. C'est ça qui est important. Mon opinion personnelle n'a aucune importance. L'important, c'est qu'à un moment donné, j'ai remarqué les jeunes avec qui je suis en relation, et je ne parle même pas au nom de tous les Iraniens, je parle uniquement, j'ai un petit réseau de 50 000 jeunes avec qui je Petit suis... réseau de 50 000 jeunes. Voilà, 50 000. Donc, je suis C'est quotidiennement considérable. en relation avec eux. Et là, maintenant, je pleure leur disparition parce qu'un bon nombre d'entre eux ne sont pas revenus. Et je pleure tous les jours. J'attends avec impatience. Il faut qu'ils avoir de reviennent. l'espoir parce que peut-être que certains, vous n'avez pas de connexion avec eux. Je n'ai pas de mots vraiment pour exprimer Je ce qui comprends. se passe. Alors donc, ceux qui sont partis, et je n'ai pas encore nouvelles d'eux, et j'attends avec impatience leur retour, ils me disaient dans leurs derniers écrits, dans leurs derniers échanges, ils n'étaient pas particulièrement royalistes, ils n'étaient pas particulièrement pro-Reza Pahlavi, mais ils me disaient une chose, à ce moment-là, à cette époque de notre vie, à ce stade-là, il n'y a que lui qui peut nous aider. Donc, ils sont allés dans les rues, ils ne sont pas revenus, mais ils ont scandé son nom. Et j'ai du respect pour eux. Et C'est-à-dire si qu'il pourrait, selon eux, être une forme de transition démocratique. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Absolument. Il dit pas je vais faire comme mon père, m'asseoir sur le trône, faire de l'Iran une sorte de superpuissance, collectionner les voitures de sport, etc. C'est pas l'idée. Vous avez parfaitement raison de souligner ce qu'il a dit. Lui-même, il n'est pas du tout, il se considère pas en tant que roi. Il se considère en tant que leader de transition. Et ça, c'est sur cette idée que les Iraniens ont fait le consensus et se sont solidarisés autour de Prince Reza Pahlavi, et ils souhaitent traverser cette période noire de l'histoire de l'Iran avec Reza Pahlavi. Avec lui qui serait une forme de transition. Qu'est-ce que les Iraniens, les jeunes Iraniens, pardonnez-moi de ce pléonasme encore une fois, qu'est-ce qu'ils vous disent de Trump ? À part le fait qu'ils attendent qu'il frappe, quoi d'autre ? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance ? Ou c'est quelqu'un qui est là pour avoir juste la main sur le pétrole iranien ? Quel est leur état d'esprit vis-à-vis du président américain ? Ceux avec qui je suis en relation sont entre 18 et 35 ans. Pourtant, j'ai vraiment l'impression de parler avec des gens très jeunes. Parfois même, j'ai des réactions très enfantines. Et je les admire, leur courage, leur manière Mais qu'est-ce qu'ils pensent de Trump ? Mais leur manière de penser de Trump, c'est très émotif. C'est très émotif. C'est-à-dire, quand Trump fait un tweet, ils sont contents, ils se sentent protégés. Et quand, par exemple, l'attaque américaine s'attarde, ils sont complètement désespérés. Ils disent, mais pourquoi ce Trump, il nous a menti ? C'est très pourquoi ? binaire. Voilà. Donc, c'est du noir et blanc. De noir et blanc. Et hier, j'ai fait un communiqué, un tweet en disant que de toute façon, une guerre se prépare. Bon, certains d'entre eux ont apprécié et d'autres étaient fâchés contre moi en disant que tu es en train de justifier Trump. Vous diriez qu'il est attendu un peu comme un super-héros, enfin, je veux dire, puisqu'on est dans le langage enfantin ou de la jeunesse ? En fait, c'est entre noir et blanc. Ce qui est très puéril à mes yeux, c'est que cette absence de patience. On pense qu'une guerre se fait en claquant de doigts et il faut que Trump est parfaitement capable de renverser Khamenei juste en appuyant sur un bouton. Et ici, on leur explique que la République islamique n'est pas aussi fragile que ça et qu'elle sait se défendre et que pour l'armée américaine, quand même, c'est une tâche extrêmement difficile et compliquée. Là, ils ne vont pas vous écouter parce qu'ils sont fatigués, ils se sentent pris en otage de ce régime et ils veulent se débarrasser de ce régime le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Manas Chirali, d'avoir été avec nous, sociologue spécialiste de la jeunesse iranienne. Vous allez revenir, je pense, plusieurs fois dans cette émission. Votre témoignage est absolument poignant et on pourra le retrouver d'ailleurs sur notre site europe1.fr, 19h43.